Bonjour à tous. Donc, en effet, j'ai le plaisir de vous présenter le sujet de l'assertivité. Donc, on en parlait tout à l'heure. C'est un mot qui, voilà, qui devient de plus en plus courant dans notre vocabulaire. Mais qu'est-ce que c'est donc que cette assertivité? Donc, je vais faire un partage du coup de mon document, hop, pour vous montrer un peu le sujet. Enfin, on est ensemble pour 45 minutes et après, il y aura un petit temps de questions, hein. C'est bien ça, Clément, à peu près 15 minutes de réponse aux Ouais, questions? c'est ça, globalement, il y a à peu près 45 minutes, du coup, on va te laisser nous présenter ce beau sujet, et puis s'il y a des questions au fur et à mesure, je pourrais s'y intervenir, ou sinon, on fera plutôt un question-réponse à la fin. D'accord, parfait. Alors, donc là, donc en effet, je suis Sophie Thomas, donc coach certifiée. J'ai découvert aussi l'assertivité il y a quelques années lors de formation et puis c'est un sujet qui me passionne parce que c'est vrai que c'est vraiment, le comportement à avoir, dans les relations aussi bien professionnelles que personnelles. Donc, ce webinaire a pour objectif en effet de vous accompagner sur la partie, pro, mais également perso. Alors qu'est-ce que l'assertivité? Donc, on y va. L'assertivité, en fait, avoir un comportement assertif, ça se définit comme une attitude. C'est une posture, en fait, d'affirmation de soi, tout en respectant l'autre. Donc ça, c'est vraiment le point important, c'est qu'on arrive vraiment, en étant assertif, à se respecter soi-même, tout en respectant l'autre. C'est savoir s'affirmer avec une attitude, on va dire, respectueuse envers les autres, mais c'est surtout, ne pas s'oublier soi-même. On va voir après qu'il y a différents types de profils qui ne sont pas assertifs et ce qui est important, c'est, je vais essayer, en effet, je vois en même temps, c'est d'avoir, donc le but des relations apaisées. Je suis désolée, en même temps, je lis les petits pop. Je vais faire attention. Alors, il faut que j'appuie, tu m'as dit sur quoi tu veux que j'ai Ouais, besoin? sur la Ici, petite d'accord. cloche, du coup, en haut, comme ça. Voilà, super. OK, merci. Parfait, merci. Voilà, merci à toi. Alors du coup, l'assertivité, en effet, c'est vraiment de se dire, quand on est, assertif, c'est vraiment avoir, un comportement de communication et c'est mieux communiquer avec son entourage. Il y a des postulats, en fait, qui sont indispensables, en fait, à l'assertivité. Je vais vous les détailler et le premier postulat, c'est la confiance. C'est-à-dire que si vous êtes dans un cadre, où il y a une difficulté, en fait, sur la confiance, c'est plus compliqué pour vous d'être assertif. Donc la confiance, elle permet justement cette ouverture et il y a 4 clés, qui sont indispensables. Donc, c'est vraiment une présentation, qui est importante, aussi bien au niveau des managers que même pour vous. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas forcément assertif, il peut y avoir un lien avec la confiance que vous avez, vis-à-vis de vos managers ou même vis-à-vis de vos collaborateurs si vous êtes vous, manager. Donc il y a 4 clés qui sont indispensables pour établir la confiance. La première clé, c'est la transparence. Lorsqu'on est dans une structure en fait qui manque de transparence, heu, ça peut arriver dans certaines entreprises, du coup, la non-transparence, c'est la non-information, la non-communication, c'est, toute la partie rétention d'informations, les non-dits, parce qu'il faut savoir que les non-dits, génèrent la peur et puis, ça crée de la suspicion. Donc pour pouvoir en effet avoir, la confiance au sein d'une entreprise, le premier travail à faire en tant que manager ou même en tant que collaborateur, c'est de pouvoir avoir cette transparence. C'est vraiment un des postulats, on va dire premiers, de, la partie assertivité. Si vous n'avez pas cette transparence en termes, de management, c'est plus compliqué pour vous en fait, d'aller vers l'assertivité, mais on verra après que vous avez des clés pour aller déclencher, la transparence si ça vous manque, hein. Après vous avez la reconnaissance. Alors la reconnaissance, c'est un des piliers en effet, d'un manager, c'est savoir donner des signes de reconnaissance et parfois dans la reconnaissance, c'est, vraiment prendre en considération chaque opinion et chaque opinion et chaque idée en fait dans une structure sont importantes. Donc, en effet, si vous n'avez pas cette reconnaissance de chaque idée est importante, c'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence collective, hein. C'est un terme, je pense que vous utilisez beaucoup, chez vous. L'intelligence collective, c'est aussi ça, c'est la reconnaissance, considérer qu'il y a plus d'idées, en fait, dans plusieurs têtes que dans une seule. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est la reconnaissance, cette intelligence collective. Donc c'est un des piliers de la confiance, c'est de considérer en effet que chaque idée, chaque personne apporte sa pierre à l'édifice. Il y a la partie cohérence aussi. Si en effet, dans votre structure ou même dans ce que vous vivez au quotidien, aussi bien pro que perso, vous n'avez pas cette cohérence, donc c'est vraiment être cohérent entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Enfin voilà, parfois on va dire: «Ouais, mais il y a pas de cohérence entre, en effet, ce qu'on veut donner comme message et puis en fait ce qu'on ressent». C'est aussi ça, ça fait partie d'un des éléments de la confiance, c'est être congruent.
la congruence. La partie protection. Alors ça, c'est pareil, la partie protection dans la relation de confiance, c'est un postulat indispensable. C'est en effet, lorsque vous exprimez ce que vous pensez, forcément, il faut être rassuré du fait qu'il ne va pas y avoir de sanction une fois qu'on a exprimé ce qu'on pense. Sinon, forcément, c'est un peu plus compliqué d'être assertif. C'est-à-dire que si vous êtes dans un climat professionnel où, en effet, si vous exprimez ce que vous pensez, derrière, il peut y avoir on va dire des mesures prises à votre encontre. Voilà, c'est sûr que forcément, en termes de protection, vous ne vous sentez pas protégé et donc vous n'avez pas confiance. Et donc, c'est plus compliqué pour vous d'être assertif. Un petit effet, en effet, le climat de confiance, ça sécurise les personnes et ça permet l'échange et le partage. Donc ça, c'est un des premiers postulats de l'assertivité. C'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement où ce postulat confiance n'est pas présent, c'est plus compliqué pour vous. Ça peut expliquer pourquoi c'est plus compliqué pour vous d'être assertif. Un autre postulat de l'assertivité, c'est le droit à l'erreur. Savoir en effet que si vous effectuez une erreur ou s'il y a une erreur qui est commise, elle n'est pas sanctionnée. Ça permet à chacun de les rattraper. Et souvent, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la posture managériale que j'avais auparavant, parce que je n'ai pas toujours été coach. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, c'est de se dire, voilà, en effet, il y a peut-être des erreurs qui sont réalisées. Ce qui est important, c'est pas forcément de trouver le coupable. C'est vraiment de se dire, voilà, alors quelles sont les solutions par rapport à cette erreur? Alors, on peut transposer ça aussi sur la partie perso, hein. C'est l'objectif aussi, hein, de ce que je présente en tant que coach, c'est que j'aime bien faire le parallèle entre le pro et le perso. C'est-à-dire que quand on rentre et qu'il y a une erreur qui a été faite, soit par notre conjoint ou soit par les enfants, bon, là, c'est vrai que c'est parfois un peu courant de se dire, de chercher la culpabilité. Voilà, si vous pouvez retenir quelque chose aujourd'hui, déjà, première étape, c'est de se dire, c'est peut-être pas forcément le coupable qu'on doit chercher, c'est quelle est la solution à chercher par rapport à la problématique rencontrée. C'est vraiment une des clés de l'assertivité. Ce qui est intéressant aussi de se poser comme question, et vous pouvez peut-être le noter déjà si vous prenez des notes, hein, c'est de se dire, comment est-ce que vous réagissez lorsque vous faites une erreur? Est-ce que l'erreur, vous avez une tendance à la cacher, à la dissimuler, ou est-ce que vous êtes assez à l'aise avec vous-même pour vous dire, voilà, j'ai fait une erreur et puis assez rapidement, déposer le fait d'avoir fait une erreur. C'est déjà commencer à trouver une solution à ces erreurs. En effet, les erreurs, c'est justement source d'apprentissage. Alors souvent, on dit ça, on admet ça pour les enfants, se dire: merde, tu t'es trompé, c'est bien, tu apprends». Mais il faut aussi se le rappeler pour soi-même. C'est-à-dire que quand on fait une erreur aussi bien pro que perso, se dire que, ça fait partie de l'apprentissage. On n'est pas obligé, de s'auto-flageller lorsqu'on a fait une erreur. C'est vraiment de se dire, une erreur, elle permet en effet d'apprendre. Puis parfois, il faut faire une erreur, puis deux fois la même, 3 fois la même, et puis on finit par apprendre. Voilà, donc du coup, la première interrogation que vous pouvez vous poser là tout de suite, c'est: est-ce que vous arrivez facilement à partager vos difficultés et vos erreurs? Voilà. Je vous laisse un petit temps là-dessus. Clément, je ne sais pas si tu veux partager là-dessus? Je t'interromps. Ouais, tout à fait. Mais il faut le temps aussi du coup que les personnes puissent écrire du coup dans le Ouais, chat voilà. si elles ont des réactions aussi. Ouais, voilà, Mais s'il y a des réactions, c'est le moment de se dire, est-ce que vous déjà, quand vous faites une erreur, alors vous pouvez le voir, sur la partie pro ou sur la partie perso, hein. C'est comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que de façon, facile, vous arrivez à dire: «Tiens, en effet, moi je sais», alors je vois pas forcément s'il y a des commentaires, des retours, mais je te laisse, moi je continue à défiler, hein. ouais, tout à fait, t'inquiète pas, vas-y. Première interrogation du jour. Hop. Alors, ça c'est on va dire quasiment un des slides, que je préfère. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans les postulats de l'assertivité, il faut se rappeler qu'on a des droits fondamentaux. Donc je vais tous vous les rappeler. Ouais, OK, je vois en effet plus, pro que perso parfois dans les droits à l'erreur. Les droits fondamentaux, c'est vraiment la base de l'assertivité. Je vais vous les énumérer. Le premier, c'est le droit de se tromper. Donc en effet, suivant les injonctions qu'on a eues quand on est plus jeune, ou les croyances qu'on peut avoir, certaines personnes considèrent qu'ils n'ont pas le droit de se tromper. Donc le premier postulat aujourd'hui, c'est que vous avez le droit de vous tromper. C'est la bonne nouvelle du jour. Donc le premier droit, vous avez le droit de vous tromper.
Pareil, suivant les injonctions qu'on a reçues, par exemple, si vous avez reçu beaucoup l'injonction, «Sois gentil», par exemple, c'est une des injonctions, un des profils que vous pouvez avoir en analyse transactionnelle, si bah, vous avez des difficultés à refuser. Donc aujourd'hui, avec l'assertivité, vous apprenez que vous avez le droit de refuser sans vous sentir coupable. Point important. Le droit de penser, alors ça, c'est surprenant, le droit de penser, hein. Le droit de penser, c'est en effet que vos pensées, bah, elles sont aussi importantes que, les pensées des autres. Donc, il doit y avoir un équilibre entre, ce que vous êtes vous et puis ce que représentent les autres. Donc c'est vous avez aussi le droit de penser et de penser différemment d'un groupe. Donc c'est un droit fondamental qui va vous conduire à l'assertivité. Le droit de pas tout savoir, le droit de pas tout savoir, c'est important. Heu Il y a certainement des experts qui sont parmi nous sur un des métiers ou même des managers. Donc, vous autorisez le droit de pas tout savoir. C'est aussi un des postulats de l'assertivité. Bon, le droit à l'erreur, on l'a vu juste avant, hein, donc c'est vraiment un des fondamentaux de l'assertivité. Heu, Vous autorisez le droit de s'exprimer. Le droit de s'exprimer, vous avez aussi parfois parce que vous regardez dans des réunions, vous avez des personnes en fait qui ont en effet, beaucoup de choses à dire. Et qui ne s'autorisent pas le droit de s'exprimer. Alors l'intelligence collective, qui est très liée en fait à l'assertivité, hein, précise bien qu'en effet, plus il y a de personnes qui s'expriment et plus en fait, le collectif est gagnant. Donc le droit de s'exprimer, enfin le droit de vous exprimer, il faut vraiment considérer que c'est important pour le collectif, dans l'intelligence collective et du coup, ça vous rend assertif. Donc le droit de s'exprimer. Il y a des personnes aujourd'hui qui disent: «Tiens, en effet, moi j'ai rarement, je m'autorise rarement le fait de m'exprimer». Alors sur un groupe de 50 personnes, il doit y en avoir au moins déjà à peu près 10. Il doit y avoir peut-être 5 personnes là qui se reconnaissent dans: «Tiens, moi j'ose pas forcément m'exprimer». Le droit de dire non, donc ça c'est important aussi, hein, le droit de dire non. Alors, le droit de dire non, à son manager. Alors on verra après, hein, comment on peut exprimer, le non. Le droit de dire non à un manager, à un collègue, le droit de dire non, pourquoi pas quand on rentre le soir, à ses enfants aussi. Le droit de dire non, important. Le droit d'avoir des opinions différentes. Donc ça, c'est comme le droit de s'exprimer, hein. Alors c'est plus ou moins, compliqué, de s'exprimer ou d'avoir des opinions différentes, mais c'est important de se donner ce droit-là. C'est-à-dire que vous êtes dans un collectif et le droit de penser différemment, en fait, ça enrichit le collectif. Le droit de demander de l'aide, donc là, c'est pareil, suivant la posture managériale ou suivant votre expertise, vous pouvez vous reconnaître là dans le fait que vous autorisez pas forcément le droit de demander de l'aide. Donc, à partir d'aujourd'hui, ça fait partie de vos droits fondamentaux. Dès ce soir, vous avez le droit de demander de l'aide sur des sujets. Ah! Donc en effet, le droit de s'aimer sans pour autant être parfait. Donc ça, c'est un des droits fondamentaux de l'assertivité. C'est compliqué, c'est même impossible d'être parfait. Donc, le droit de s'aimer avec toutes nos imperfections au niveau professionnel ou personnel. Et le point important, en fait, dans tout ça, c'est que vous avez vu les droits fondamentaux, donc c'est des droits fondamentaux que vous devez vous accorder à vous-même. Et la bonne nouvelle, c'est que l'assertivité est basée sur le fait qu'on reconnaisse exactement les mêmes droits aux autres. Donc là, déjà, sur ce slide, qui est vraiment le fondement et le postulat indispensable de l'assertivité, je vous invite déjà à vous dire, voilà, sur le droit de se tromper, le droit de refuser, le droit de penser, le droit à l'erreur ou le droit de s'exprimer, quel est le droit qu'aujourd'hui vous autorisez pas vraiment? Il y en a forcément un ou deux, hein, dans tout ça. Et puis, c'est de vous le noter peut-être sur un bout de papier là, puis de vous dire: «Bon allez, à compter de ce soir, 8 novembre, tiens, je décide, pourquoi pas?» Allez, je vous invite à le faire. Heu, Seulement 1 ou 2, ouais, vous pouvez en mettre plus. Il y en a peut-être plus. Voilà et justement, si vous en avez plus, allez-y, notez tous les droits que vous vous autorisez à partir d'aujourd'hui. Et surtout, faites bien aussi cet exercice de dire: c'est des choses que vous autorisez pas pour vous, mais à partir d'aujourd'hui, surtout, vous allez commencer à l'autoriser aux autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, peut-être que si vous avez des adolescents ce soir, et que vous rentrez et que vous allez peut-être vous dire: «Tiens, est-ce qu'au final, le droit de s'exprimer, je peux pas le laisser à mon ado?» C'est un exemple comme ça, hein, mais voilà, pourquoi pas? Ça va peut-être changer vous allez voir que ça va peut-être changer après, la relation que vous allez avec votre ado, ou l'opinion, avoir des opinions différentes.
Voilà, je sais pas, peut-être même ce week-end, vous allez, partager un grand week-end, prolongé. Donc dans le perso, bah, voilà, avoir des opinions différentes et puis pouvoir, peut-être imposer vos opinions différentes dans une réunion de famille, pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que vous les avez notées. Donc, les slides, vous les aurez, je pense, hein, Clément, donc c'est prévu. Donc, si pas, notez-les, notez tout ça. Ouais, tout à fait, les slides Ouais, ou un mémo à minima, ouais. un mémo, ouais, je le mettrai dans le mémo celui-là parce que c'est Ouais, vraiment, tout à fait. ouais. Voilà, c'est aujourd'hui, vous avez des droits et puis surtout, bah, il faut les reconnaître, à autrui. Donc voilà sur les droits qui sont vraiment un des postulats importants, de l'assertivité. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'assertivité et ben, ça passe par le fait que c'est vous qui devez changer. Donc, le changement et ben, c'est vous. Il est impossible de changer les autres. Mais en fait, comme vous changez votre position, vis-à-vis de la communication avec autrui, et ben, en fait, l'autre change. Mais la première personne qui doit changer et ben, c'est vous. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'avec l'assertivité, c'est vous qui changez. Donc en effet, lorsqu'il y a un mode relationnel, qui ne vous convient pas, la seule personne qui a la baguette magique pour changer la relation et ben, c'est vous et c'est via votre assertivité. Donc en effet, chacun doit s'interroger sur la part de responsabilité que nous avons dans des relations. On verra après les différents profils, heu, qui sont pas assertifs. Vous allez pouvoir vous reconnaître dans un profil ou dans un autre, lorsqu'on n'est pas assertif. Mais ce qui est important, c'est que dans une relation et dans toute relation, en fait, qui est conflictuelle ou qui vous convient pas, et bien dans le postulat, actuel, il faut se dire que quelle est votre part de responsabilité dans la relation? Et on a forcément une part de responsabilité dans chaque relation. Bonne nouvelle. Un point important aussi dans l'assertivité, c'est, l'interdépendance. En effet, l'interdépendance, alors, je pense avoir senti que dans votre structure, il y a bien de l'interdépendance, hein. C'est-à-dire que chacun a une place et chaque personne fait partie de la chaîne. Ce qui est pas le cas forcément partout, mais il me semble l'avoir senti chez vous. Mais en effet, l'interdépendance, c'est quoi? C'est aussi bien la personne de l'accueil qui oriente les visiteurs, que la direction qui est là pour faire la stratégie, que l'agent d'entretien qui est là pour donner l'image de la propreté, en fait, de l'entreprise. En fait, il y a vraiment une interdépendance, en fait, entre toutes les personnes et ça fait vraiment partie aussi des postulats de l'assertivité. Il faut avoir conscience qu'en effet, dans une société, alors au sens, petite société ou grande société, hein, macro, micro, bah, en fait, il y a vraiment cette interdépendance et chaque personne, en fait, est indispensable. Ça rejoint aussi l'intelligence collective, hein, c'est qu'il y a aussi cette notion d'interdépendance. Ah, l'effet Pygmalion. Alors, je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle. Alors moi, j'adore parler de l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est en effet cette petite lampe là qui est là. L'effet Pygmalion, c'est un des postulats aussi, c'est un mécanisme selon lequel le jugement que l'on porte en fait sur une personne, y compris soi-même, conditionne une partie de son comportement. Alors, je vais essayer de pas prendre trop de temps sur le sujet de Pygmalion, mais je pense que vous connaissez certainement peut-être cette expérience qui a été faite, en fait, dans une classe, enfin dans 2 classes, où on a dit au professeur qu'une partie des élèves étaient très brillants, et l'autre partie, en fait, était un peu moins brillants. Il s'est avéré que c'était inversé, hein, c'est-à-dire que, ou même ils avaient tous le même niveau et les élèves, en fait, qui ont été cités comme non brillants, en fait, sont sortis avec des résultats, en fait, qui étaient, moins bons que les élèves qui avaient été catégorisés en étant, des élèves brillants. Pourquoi? Parce que le comportement inconscient, en fait, des professeurs, heu, a eu une influence, en fait, sur, la partie, on va dire, éducative qui a été donnée, en fait, aux élèves. Donc grosso modo, l'effet Pygmalion, c'est en effet de croire que chaque personne et donner la capacité à chaque personne que toutes les personnes ont toutes les ressources pour réussir. Alors là, je suis très dans le coaching, mais c'est vraiment l'effet Pygmalion et ça fait partie aussi de l'assertivité. C'est-à-dire que de considérer que la personne qui est en face de nous, est certainement différente, mais elle a également des ressources et elle a plein de choses à nous apprendre. Donc il faut juste réussir à décoder et à voir comment on peut mieux communiquer avec la personne qui est en face de nous. Et du coup, l'impact en effet des jugements et des critiques. C'est-à-dire que quand on n'est pas assertif, on va voir les autres profils, bah forcément, on est un peu plus dans le jugement et on est un peu plus dans la critique et forcément ça va avoir des effets sur, la relation qu'on a avec, la personne qui est en face de nous. Important, il faut croire dans le potentiel de l'autre, et suivant les profils, qu'on verra après, il faut également surtout croire en son propre potentiel.
l'effet Pygmalion. Donc, croire en son équipe, en son étudiant, en son collaborateur permet d'accompagner le changement des personnes, des équipes et des organisations. L'assertivité, c'est ça aussi, hein, c'est vraiment aller chercher, toutes les ressources et croire, en effet dans cet effet Pygmalion. Alors, qu'est-ce que donc une personne assertive? Alors, une personne assertive, c'est une personne qui est en position d'acteur, et pas en position de victime. Alors, j'ai pas le temps aujourd'hui de développer le triangle de Karpman. Il y en a peut-être qui le connaissent, mais ça sera peut-être l'occasion d'en reparler sur un prochain webinaire. Le triangle de Karpman, voilà, mais c'est vraiment se mettre en position, d'acteur et pas de victime. Donc ça, c'est une personne assertive. C'est une personne, du coup, qui va savoir agir suivant le contexte. Elle connaît son champ du possible et elle prend les décisions et elle agit. C'est une personne autonome, donc elle prend l'initiative, quand cela relève de son job. Donc c'est aussi une personne qui va, en effet, quand il y a une tension dans une relation, une personne assertive, c'est quelqu'un qui va savoir poser les choses. Donc elle est autonome sur le sujet. Elle est à l'écoute, mais elle est à l'écoute d'elle-même, ça c'est super important. Alors j'insiste beaucoup sur la partie d'elle-même, car suivant les profils, en effet, on peut considérer que l'assertivité dans la relation, c'est donner raison à l'autre. Alors surtout pas, l'assertivité, c'est vraiment connaître ses propres valeurs, écouter les valeurs des autres. Donc du coup, l'assertivité, c'est vraiment une personne qui s'écoute. Alors toutes les personnes là qui ont une tendance à dire: «C'est pas grave, il y a pire» et cetera, on verra après, ça c'est pareil à compter d'aujourd'hui, vous vous écoutez vous écoutez vos pensées et vos émotions, donc à l'écoute de vous-même. C'est une personne aussi qui a une bonne estime de soi, donc ça se travaille l'estime de soi, hein. Donc c'est connaître vraiment ses forces, ses faiblesses. Oser avoir confiance en soi, donc bah, voilà, c'est oser, hein, tout simplement faire des nouvelles choses et surtout assumer les conséquences. Pourquoi on peut assumer les conséquences? Parce qu'on a vu dans les postulats juste auparavant, c'est que, on sait que quand il y a des erreurs qui sont faites, en fait, on va aller chercher les solutions. Donc voilà, on peut assumer aussi que tout ne soit pas parfait. Alors voilà, respectueuse avec elle-même et avec les autres. Et puis, bah, en effet, c'est être responsable, faire des choix et assumer ses choix. Ça, c'est vraiment être une personne assertive. Ah oui, une personne assertive, en effet, elle sait donner son opinion sans agressivité. Ça, c'est important. Voilà, elle sait se faire entendre, donner son opinion en se respectant et en respectant l'autre. Alors lorsque vous êtes pas assertif, il y a d'autres comportements. Je vais vous les décrire, comme ça vous allez pouvoir vous reconnaître ou pas. Alors il faut savoir qu'en règle générale, on est tous assertifs. On va, avoir des comportements déviants dans les périodes de stress ou lorsque l'émotion, elle est un peu trop haute. Donc un des comportements qui n'est pas le comportement d'assertivité, c'est le comportement de fuite. Alors, je vous le dis en toute transparence, quand je ne suis pas assertive, c'est, mon comportement préféré. C'est celui-là dans lequel je vais me réfugier. Alors c'est pas bien, hein, ça fait longtemps que je travaille l'assertivité, mais voilà, moi aussi, ça m'arrive encore d'avoir ce comportement de fuite. Alors le comportement de fuite, c'est quoi? C'est bah, voilà, moi pour ma part, si je suis en mode stress, bah, je vais plutôt avoir une tendance à pas donner mon opinion, à éviter les sujets. Je vais avoir une tendance à un peu, voilà, à être dans l'évitement, donc je vais être débordée. Voilà, c'est un peu le comportement que je vais avoir, si je suis pas, assertive, je vais déborder, ou je peux même me dire: «Oh là là, tout est compliqué», les messages en bas de l'écran, c'est lequel qu'il faut que je mette? Celui-là, ici? C'est ça? Voilà. Merci Patricia. Hem, après vous pouvez avoir des personnes qui sont dans ce comportement fuite. Alors c'est pas forcément mon cas, hein, là c'est quelques exemples de comportements. Heu, mais un des exemples, c'est en effet les personnes qui sont perfectionnistes. Donc le côté perfectionniste, voilà, c'est aussi un comportement de fuite. Ça peut être un des comportements de fuite. Il faut que tout soit changé, et au final, bah, elle va rien faire et puis voilà, tout devient impossible. Donc ça peut être un comportement de fuite, hein. Si vous vous reconnaissez dans ça, posez-vous la question, c'est peut-être aussi que quand on est dans ce comportement-là, c'est peut-être un comportement de fuite que vous avez. Ou alors c'est en effet, des personnes qui vont avoir une tendance à se plaindre. On va attendre que les autres viennent nous sauver. Donc on est un peu en position de victime. Donc ça, c'est un comportement, voilà, un comportement de fuite aussi. Heu, Ce comportement, il vient de croyances, donc c'est des choses qui sont, voilà, qui viennent des injonctions, hein, et c'est nos croyances, hein. C'est qu'il faut accepter un peu tous les autres. On peut aussi, considérer que les autres sont plus importants que nous, donc ça fait partie des positions de vie
que je peux pas détailler aujourd'hui, mais c'est des positions de vie, qu'on a dans la vie, qui font qu'on s'imagine que les autres sont plus importants et que nous, au final, on passe après. Donc il faut l'accepter. Donc ça, c'est un comportement de fuite. Ce comportement-là, du coup, implique quelque chose, c'est que, du coup, on va générer des maux. Donc, des maux physiques, on peut avoir, voilà, les épaules un peu bloquées, on peut avoir des maux d'estomac, on a un non-respect de soi. Donc, il faut prendre conscience de temps en temps dans la relation. Alors là, vous pouvez déjà imaginer un conflit que vous avez eu récemment. Est-ce que vous avez eu ce type de comportement? C'est-à-dire dire: «Oh, c'est pas si grave. Oh, puis l'autre, il a peut-être raison, c'est plus important». Voilà, donc là, vous pouvez déjà vous dire: «Ah, peut-être sur, ce jour-là, dans cette relation, j'étais peut-être en comportement de fuite». Le langage visuel, hein, c'est: «J'ai pas le temps et c'est pas important, c'est pas si grave». Voilà, ça si c'est des choses que vous dites souvent, bon, voilà, vous pouvez dire peut-être une chance que c'est un comportement que vous avez. Alors il y a un autre comportement, c'est le comportement d'agressivité. Alors là, vous voyez, c'est un peu un autre comportement, c'est une autre posture, hein, c'est voilà, on est bien campé sur ses positions. Ce comportement, vous pouvez l'imaginer, hein, il suffit de regarder le petit schéma, c'est que là, vous êtes pas en fait dans un comportement, on va dire, de dialogue posé, hein. C'est la personne qui respecte pas forcément les droits des autres. C'est quelqu'un qui va faire usage souvent de l'ironie, une tendance à dévaloriser, à culpabiliser, elle accuse, elle juge. Alors ça, c'est un comportement qu'on peut de temps en temps aussi avoir. C'est un peu le profil du dictateur, le prétentieux, même le sauveur, hein. Le sauveur, c'est pas forcément quelqu'un qui veut nuire, hein, mais c'est un comportement, il dit: «Voilà, moi je vais faire parce que ça va plus vite. De toute façon, les personnes ne sont pas forcément compétentes en face de moi, donc je vais faire». Donc la croyance, du comportement, on va dire, de l'agresseur, hein, c'est, il faut se battre, pour s'en sortir, il faut se battre. Donc voilà, c'est: «Bats-toi mon fils, bats-toi ma fille, surtout te laisse pas faire». Donc ça crée, un certain type de comportement qui est plutôt le comportement, agressif. C'est aussi des croyances, en effet, c'est: si l'on est faible, les autres vont profiter de nous. Voilà, si vous avez entendu ça ou si vous entendez même dire ça, à vos proches, à vos enfants: «Bats-toi mon fils, bats-toi ma fille». Bon, là, vous êtes peut-être dans une posture où vous êtes pas en train de développer forcément l'assertivité. Ou c'est des gens aussi qui ont la conviction, en effet, que les gens, ils travaillent mieux quand ils sont bien secoués, hein. Voilà, certains types de managers qui pensent que plus on secoue et mieux ça fonctionne. Bon, c'est un profil, mais c'est pas de l'assertivité. Donc là, le langage, usuel, c'est: «Vous comprenez rien, laissez comme ça, allez bouge-toi, de toute façon c'est moi qui décide». Donc il y en a peut-être quelques-uns là déjà qui se reconnaissent peut-être dans ce profil-là. C'est pas grave, hein. Le principal, c'est de se reconnaître dans le profil et se dire que bon, voilà, c'est pas forcément l'un des profils les plus adaptés pour, faire du gagnant-gagnant. Vous avez un autre profil après, c'est le manipulateur. Alors le manipulateur, ça c'est la personne qui va, je me reconnais aussi parfois dans celui-là, hein. Quand je suis pas assertive, peut-être de temps en temps, je vais aussi un peu dans celui-là. C'est la personne qui va utiliser des moyens détournés. La flatterie, les compliments ou les menaces. C'est l'usage de propos aussi qui sont un peu confus, qui vont flatter, voilà, vous allez être plutôt dans la séduction, ça déforme les propos. Il y a aussi de l'ironie. Alors dans les 2 profils que je viens de décrire, hein, aussi bien l'agressif que le manipulateur, il y a beaucoup d'usage d'ironie. Donc c'est des gens qui adorent faire de l'ironie. Mais du coup, voilà, il y a un côté un peu culpabilisant, et il y a aussi dans ce type de profil, le fait de, déformer les propos. Voilà, vous avez dit quelque chose, mais au final, c'est un peu déformé et c'est hop, c'est basculé en fait à son avantage. Alors il y a toujours un risque, hein, le risque, dans la relation à l'autre, c'est qu'on finit par être démasqué, hein. Quand on est, dans ce sens-là, c'est que les gens, n'ont plus forcément confiance en nous. Donc, j'ai oublié de parler du risque, du côté de l'agressif, hein. C'est que l'agressif, il est rejeté, hein, au bout d'un moment, hein. Et donc là, le manipulateur, c'est pareil, il y a un risque, c'est la conséquence, c'est la perte de confiance, la méfiance, la culpabilité. Et là, une des croyances, en fait, du manipulateur, c'est que, il faut savoir bien s'y prendre pour obtenir ce qu'on veut. Donc il faut pas toujours montrer ses sentiments, il faut être malin. Donc là, c'est pareil, vous allez peut-être vous reconnaître dans cette description. C'est pas grave, hein. Tout va bien. Le principal, c'est de se dire, voilà, vous avez 3 profils qui sont pas assertifs et puis vous avez compris que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller vers de l'assertivité parce que c'est le meilleur la meilleure façon, en fait, de communiquer. Là, vous avez un petit tableau récapitulatif, donc avec les postures d'affirmation de soi. Donc vous voyez en effet l'assertivité avec le petit schéma, hein, donc c'est gagnant-gagnant, hein, voilà, qui est complètement
en haut à droite. Donc, on est assertif. Donc là, on ose s'exprimer sans crainte. On est encore en accord avec soi-même, avec ses valeurs. Et puis surtout, voilà, on sait prendre des décisions même lorsqu'elles sont impopulaires. C'est aussi ça, être assertif, hein, c'est être en confiance et savoir dire aussi les choses. C'est pas forcément aller dans le sens des autres, mais c'est aller prendre des bonnes décisions. Après, vous avez en effet la manipulation, donc la flatterie. Vous avez la dissimulation, donc voilà, la fuite, hein, donc hop, on s'en va. Et puis en effet, l'agressivité. Donc vous avez 2 axes en fait, hein. Vous avez l'axe d'ouverture qui est en haut, hein, puis il y a plutôt le repli. Ça vous donne aussi un axe pour vous situer, hein, comment vous êtes quand vous n'êtes pas assertif, hein. Et puis, plutôt la franchise et puis de l'autre côté, vous avez plutôt tout ce qui est un peu dissimulation, hein. Voilà. Voilà, en effet, les postures d'affirmation de soi. Une fois qu'on s'est dit ça, il faut aller se connecter à quelque chose qui est important. Pourquoi on réagit d'une façon ou d'une autre? Alors, il y a une histoire de besoins, je ne vais pas pouvoir détailler tous les besoins aujourd'hui, mais nos besoins propres vont définir en fait, notre façon d'interagir avec autrui. On a 3 besoins, principaux. On a souvent le besoin d'être aimé, donc là, on va aller chercher l'estime. Il y a le besoin aussi d'être reconnu, donc là, on va aller chercher l'affirmation et après, il y a le besoin de compétence, d'être compétent. Là, c'est la confiance en soi et une fois qu'on a connecté nos besoins, on sait aussi se repérer par rapport à l'interaction qu'on a avec les gens. Ça, c'est les besoins. Et quelque chose qui est très, très important dans l'assertivité, c'est les émotions. Alors souvent, les émotions, dans le côté professionnel, on va pas dire que c'est un gros mot, mais on se dit: «Mais que viennent faire les émotions, dans le pro?» Bah, en fait, si. Parce que les émotions, c'est vraiment ce qui va définir comment on va interagir avec l'autre. Donc on va aller voir, les émotions parce que reconnaître ses émotions, c'est ce qui va vous permettre après de pouvoir être de plus en plus assertif. Alors les émotions au cœur de l'assertivité. Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui, vous reniez vos propres émotions? Je vais vous donner il y a différents types d'émotions. La première émotion, ce qui est refoulé, on va dire, c'est ça crée en fait un risque d'effet boomerang. L'effet boomerang, c'est quoi? C'est quand l'émotion, se transforme en mot physique contre soi-même. Donc là, principalement, je vous l'ai précisé tout à l'heure, si vous n'êtes pas assertif, que vous êtes plutôt dans le comportement de la fuite, en fait, vous avez une tendance à retenir un peu tout pour vous, enfin voilà, tout en vous et ça se traduit par des mots physiques. Donc là, c'est l'effet boomerang. Il y a un autre effet en fait, dans les émotions si vous n'êtes pas assertif, c'est-à-dire que si vous ne savez pas exprimer les choses, bah, c'est l'effet, on va dire, ricochet. L'effet ricochet, c'est, vous avez passé une très mauvaise journée. Bon là, il y a un exemple, hein, mais voilà, vous avez passé une très mauvaise journée au boulot pour une raison X ou Y, je ne sais pas, vous pensiez rentrer un gros contrat et le contrat n'est pas rentré, donc du coup, ça génère je sais pas, de la déception par exemple et puis voilà, enfin voilà. Voilà, une mauvaise journée, au boulot et puis vous l'exprimez pas directement. C'est-à-dire que vous exprimez pas directement votre déception et vous faites pas preuve d'assertivité, bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire un effet ricochet. Vous rentrez chez vous tout à l'heure et puis, vous savez peut-être déjà, vous rentrez et puis, bah, là, vous rentrez quand même avec, une colère, hein. C'est pas forcément une colère contre votre famille, mais votre conjoint vous accueille en disant: «Bonjour, comment ça va?» et là, l'énervement, c'est le conjoint qui prend un peu votre énervement. Le conjoint, bah, du coup, il prend votre énervement, il traduit pas tout de suite par assertivité, avec de l'assertivité, un effet, on va dire: «Ouf, oh là, qu'est-ce qui se passe?» Il va prendre également l'effet ricochet, hop, il va aller se retourner vers les enfants et c'est les enfants, voilà, qui vont prendre du coup les émotions de notre conjoint et les enfants vont peut-être s'en prendre après au chien. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet ricochet. Donc l'assertivité, c'est quoi? C'est en effet savoir tout de suite décliner et décrypter en fait les émotions que vous avez en vous, de pouvoir les exposer de façon posée et de pouvoir après en effet, poser le sujet et puis faire du gagnant-gagnant et lorsque vous rentrez le soir et ben voilà, vous avez tout posé au boulot et tout va bien. Vous évitez l'effet ricochet. L'effet bulle. Ah bah, ouais, l'effet bulle, bah, là, c'est du classique, hein. Qui ne l'a pas vécu? C'est que quelque chose qui est pas exprimé, un petit truc qui était pas exprimé, bah, ça grossit, ça grossit, ça grossit et pang! Ça pète. Voilà, ça, c'est quand on n'a pas fait preuve d'assertivité. Alors, en effet, adopter un comportement assertif, bah, c'est reconnaître, exprimer. Alors, j'ai mis 2 fois exprimer, c'est bien, c'est une erreur de frappe, mais on va dire que c'est presque volontaire. C'est bien exprimer vos émotions. Donc du coup, exprimer ses émotions, bah, ça s'apprend, hein, donc c'est en effet, d'abord se connecter à ses émotions et se dire: «Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? C'est quoi l'émotion?» Donc là, je vous ai mis les émotions. Elles sont au nombre de 4 les émotions.
Vous avez la colère. La colère, en fait, l'origine de la colère, c'est souvent le non-respect. On se met en colère parce qu'on n'est pas respecté sur quelque chose. C'est une insatisfaction, une frustration. Donc il y a forcément une utilité à chaque émotion, que nous vivons, donc il faut savoir l'accueillir et se dire: «Tiens, pourquoi, là, tout de suite, je suis en colère?» Donc savoir, décrypter la colère, ça permet de se dire: «Bah, voilà, en effet, est-ce que, je suis en colère parce que, on empiète sur mon territoire? Parce que du coup, on est contre mes valeurs? Ou est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on est en colère? Qu'est-ce qui a été touché?» Après, il y a l'émotion de la tristesse. La tristesse, c'est, l'origine, c'est souvent la perte, donc ça peut être la perte d'un statut, voilà, faire le deuil de quelque chose, perte d'un rêve. Ça incarne en effet, le passage transitoire vers quelque chose de nouveau. Donc on a le droit d'être triste. La peur, donc là, c'est le danger, la situation inconnue, l'envie de se protéger et donc l'utilité de la peur, c'est la possibilité de fuir, ou de combattre, parce qu'il y a aussi le combat et puis bon, la joie, là, c'est la satisfaction, l'atteinte d'un objectif, ça y est, les objectifs sont atteints. Il y a de la croissance, tout va bien, on a fait la réalisation pro, donc là, ça incarne le bien-être, ça suscite la motivation. Je vais pas détailler, mais si c'est tout de suite là maintenant, mais à retenir pour les personnes que ça intéresse, dans le déclenchement en fait des émotions, souvent on peut avoir aussi ce qu'on appelle les émotions masquées. C'est-à-dire que, pour le faire de façon très simple, on peut se dire: «Ah en fait, là je suis en colère». Heu, on peut exprimer de la colère et en fait, l'émotion qui est réelle, c'est pas forcément de la colère. Ça pourrait être de la tristesse, par exemple. Et inversement, et pourquoi? Parce que peut-être, quand on a reçu peut-être comme injonction, on a une croyance, disant, voilà, je sais pas, c'est un exemple, un garçon ça pleure pas, un homme c'est fort. Du coup, c'est un exemple, ça peut être aussi pour les filles, mais du coup voilà, on va pas forcément exprimer la tristesse, par des mots de tristesse, on va exprimer la tristesse avec de la colère. Donc du coup, ça ressort, foum, en colère. Donc quand on pratique l'assertivité, heu, on doit aller chercher aussi en soi, quelle est réellement l'émotion qu'on ressent? Parce que si on se trompe d'émotion, on va pas forcément exprimer, la bonne partie, en fait, dans la partie assertivité. Si on exprime qu'on est en colère, qu'en fait, on est juste triste de quelque chose, on est en train de biaiser, en fait, la relation assertivité. Alors c'est dommage, j'espère que je vous perds pas, ça va? Tout le monde est là? Clément, c'est bon? Dans les explications parce que ouais, ça Je va? pense que c'est bon, hein. Tout le monde C'est suit. bon? Ouais, je suis claire? OK. Ça va. Comme je vois pas les visages, je me dis: «Bon, ça se trouve, je vous ai perdus». Voilà, donc ça, c'est important, c'est qu'en effet, il y a des émotions. Alors après, ici, vous avez toutes les émotions. Quand on parle d'émotions, c'est intéressant de trouver toutes les émotions dérivées. Merci, Audrey. Heu, Gaëlle. Donc du coup, il y a des émotions, en fait, dérivées. Donc quand on exprime la joie, c'est super intéressant de pouvoir dire: voilà, là, je suis plutôt joyeuse, je suis plutôt satisfaite, émerveillée, réjouie». Voilà, il faut ouvrir son vocabulaire à toutes les émotions qu'on ressent. Parce que c'est aussi ça l'assertivité. Quand on est assertif, on fait preuve de ses émotions. On exprime nos émotions et donc d'avoir, toute cette palette d'émotions. Donc on n'exprime pas forcément: «Je suis triste», non. Je suis peut-être chagrinée, découragée, déprimée. Donc je vous ai mis aussi la déclinaison des émotions parce que c'est important de les connaître pour pouvoir faire, preuve d'assertivité. Alors, l'authenticité, oui, l'échelle d'authenticité. Je me dis qu'il faut que je me dépêche. Les étapes de l'assertivité, en fait, il y a, plusieurs étapes. Il y a comme une échelle. La première échelle, quand on veut faire, on démarre l'assertivité, on part du problème et on doit se dire: «Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je suis en train de penser?» Donc la première connexion, elle est de soi à soi. Donc il y a un travail, de soi à soi, de se dire: voilà, si on est en train de se dire: «Il y a pas de problème», ou l'autre est responsable, vous avez compris qu'il y a peut-être déjà dans notre position une solution un peu de fuite. Donc déjà, c'est: «Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe?» Donc du coup, c'est le problème: «Qu'est-ce que je me dis?» Si on se dit: «C'est pas mon problème, c'est l'autre qui a tort», voilà, c'est autre chose. Après, vous avez l'étape qui est les émotions. Donc une fois qu'on part, sur «Qu'est-ce que je me dis?», on doit aller chercher son émotion. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Qu'est-ce qui se passe? Je ne ressens rien, ou je ressens quelque chose vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis des actes? Ou alors est-ce que je ressens une émotion qui est plutôt une vérité intérieure? Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de mon ressenti? Et après, comment je l'exprime? Qu'est-ce que je vais dire à l'autre? Donc vis-à-vis de l'autre, je peux en effet ne rien dire, dans la fuite. Je peux en effet accuser, là c'est un autre comportement, ou je peux m'exprimer
concrètement et simplement en étant factuel. Donc on va exprimer son émotion et on va repartir sur les faits. Donc voilà, il y a cette échelle en fait, au niveau, du comportement et c'est toute une étape. Donc quand on souhaite être assertif, il faut vraiment avoir un peu ce schéma, c'est-à-dire: «Qu'est-ce que je me dis? C'est quoi le problème? Je me dis quoi? Qu'est-ce que je ressens? Et après comment je l'exprime à l'autre?» Je fais un peu de gestuelle, vous voyez pas vraiment, mais voilà, il y a toute une étape qui passe comme ça. Et ça, vous l'avez compris, la démarche de l'assertivité, c'est dans un contexte, une situation inconfortable, le sujet et la personne qui peut avancer, c'est vous, uniquement vous. Alors du coup, il y a des astuces. Je vais me dépêcher parce que c'est le nerf, comment on devient assertif? Parce que là, maintenant que vous avez tout ça, mais comment on peut le faire? Donc déjà, être assertif, c'est pouvoir, exprimer une critique. Alors une critique, ça peut être une critique, qui est positive pour la relation, donc il faut toujours voir une critique de façon positive pour la relation. Donc, le but, c'est de faire baisser une tension, c'est de vraiment faire évoluer la relation. À qui on adresse? Alors on peut l'adresser à la personne concernée ou à la personne qui a le pouvoir de décision. Ce qui est important quand on fait en fait une critique, c'est que d'un événement, il ne faut pas faire de généralisation. C'est-à-dire qu'on doit vraiment parler de l'événement. Il ne faut pas dire: «C'est tout le temps comme ça» et voilà. Il faut vraiment parler que de l'événement précisément. Donc il faut faire au plus vite et en même temps, la critique, elle doit être faite à un moment donné où votre émotion, elle est quand même un peu plus basse. Parce que si vous faites une critique au moment où votre émotion, elle est au plus haut, en fait, vous allez partir sur une critique agressive. C'est-à-dire que la critique, elle va pas être constructive. Donc il faut ressentir en vous, de se dire: «Voilà, qu'est-ce qui» enfin, le petit schéma tout à l'heure, hein. Donc qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je ressens? Et maintenant, je peux y aller. Et donc après, une fois qu'on a un peu réfléchi, on a posé tout ça, on peut faire une critique constructive. Donc il y a une méthode qui s'appelle DESC. Une autre méthode, et aujourd'hui, on va voir la DESC. On se reverra pour une prochaine après, qui s'appelle la communication non violente. Je suis le teasing, hein, Clément. Alors, le DESC, c'est très simple à mettre en place. La première étape, c'est le D. Le D, c'est pour description des faits. Ce qui est super important quand vous faites, une communication en fait en assertivité, c'est qu'il faut partir sur les faits. C'est-à-dire que la partie, c'est comme si vous étiez en train d'observer, voilà, vous êtes un caméraman et vous décrivez les faits. Vous mettez pas l'émotion dans ce que vous vivez, d'accord? Vous êtes vraiment en observation des faits. Si vous commencez à parler avec trop votre cœur, là, tout de suite, en fait, vous commencez à soit être dans la fuite, dans l'agressivité ou dans la manipulation. Donc on fait de la description de faits de ce qui s'est passé. Après, vous allez exprimer votre ressenti. Qu'est-ce que ça vous fait? Donc là, vous écrivez les faits. Là, vous pouvez dire: «En effet, je suis un peu déçue, un peu surprise, un peu déroutée peut-être». Alors suivant le degré, quand on est en professionnel, on a un vocabulaire un peu plus restreint. On exprime rarement la colère, on peut le dire, hein: «Je suis vraiment en colère», mais on va plutôt parler d'étonnement, de surprise, voilà, de déception éventuellement. Après, vous allez surtout spécifier et suggérer les solutions. Donc suggérer les solutions, ça veut dire que vous allez inviter l'autre à aussi adhérer à vos solutions. C'est-à-dire que vous imposez pas, vous suggérez une solution. C'est important le mot «suggérer», hein. Et vous allez conclure avec des conséquences positives. Donc surtout, vous allez, projeter et dire: «Voilà, maintenant, en effet, à partir d'aujourd'hui, on va changer ce mode de fonctionnement où on va si vous avez une problématique, on essaiera de faire un cas si quelqu'un a un cas. Quelles sont les conséquences positives, en effet, suite à cet échange et qu'est-ce qu'on attend, vis-à-vis de cet échange?» Donc ça s'appelle le DESC. Donc on est OK que d'écrire les faits, ce n'est pas porter un jugement. Il y a quelque chose qu'il faut absolument, supprimer du vocabulaire quand on fait de l'assertivité, c'est le «tu» qui tue. Si vous commencez en fait en description des faits, ce soir vous rentrez et vous trouvez par exemple la chambre de votre ado, qui n'est pas rangée et que vous rentrez et vous dites: «Voilà, tu n'as de nouveau pas rangé ta chambre». Le «tu n'as pas rangé ta chambre», en fait, ça met déjà une position de jugement et du coup, la notion d'assertivité gagnant-gagnant, elle est déjà, dès le démarrage de la phrase, vous perdez déjà en crédit sur votre assertivité. Donc le «tu» qui tue, c'est quelque chose qu'il faut oublier. Il est préférable de dire: «Je constate que la chambre n'est pas rangée». Important le «tu» qui tue, hein. Suggérer des solutions. De quoi avez-vous besoin? Comment pouvez-vous faire pour, stopper ce dysfonctionnement de cette chambre qui n'est pas rangée? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui pour en effet, ta chambre n'est pas rangée, je prends quelque chose d'assez neutre, hein, pour vous donner un exemple. Je constate que la chambre n'est pas rangée, alors qu'on va la ranger ce week-end et la chambre est de nouveau en désordre. Voilà, je suis un peu surprise. Donc là, j'exprime mon ressenti, hein, je suis un peu surprise, je suis un peu agacée, hein.
parce que je suis fatiguée, voilà, je suis un peu surprise et agacée. Je suggère des solutions. Bah, qu'est-ce que tu proposes là pour que la chambre soit rangée et que de nouveau, on puisse circuler dans ta chambre? Et on va en effet donc peut-être l'autre laisser, trouver les solutions ou les suggérer: «Bah, je te suggère en effet de ranger déjà cette partie de ta chambre, avant le dîner». Et on va donc après, montrer les conséquences positives, comme ça nous pourrons dîner, tous, sereinement et on pourra en effet passer un agréable moment. Voilà, ça c'est le desk. Alors ça marche très bien avec les clients. Ouais, ouais, tout à fait, ça marche très bien. Ça marche très bien avec les clients. Par mon passé, je travaillais dans les télécoms et être reçu par un client où il y a plus d'accès internet, où du coup toute la partie informatique ne fonctionne pas, je vous assure que le desk, ça marche très, très bien. Donc à utiliser vraiment, sans modération, le desk. Alors ce qui est important dans le desk, c'est quand même, il faut considérer que, on va suggérer une solution, mais la personne qui est en face de nous a aussi un droit, on l'a reconnu dans le slide numéro 5, et la personne est aussi en droit de considérer que notre suggestion n'est pas favorable. Donc ça, il faut l'entendre. Donc ça permet donc du coup la négociation. Donc on va essayer de trouver ce qui bloque, et trouver un engagement qui est profitable pour les 2 parties. C'est ça l'assertivité, hein, si on fait en sorte de trouver quelque chose qui est profitable pour les 2. Bon, parfois il faut trancher, hein, quand on est manager, hein, mais voilà. Donc je sais pas Audrey, comment elle s'en est sortie. Donc voilà au niveau du desk, comment utiliser le desk. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à compléter, à aller voir. Ouais, c'est pas toujours simple à mettre en place. Mais en fait, ce qu'il faut se souvenir quand on fait le desk, la première étape qui est la plus importante dans l'assertivité, c'est de se connecter à vous-même et c'est de vous dire que vous avez une valeur et pour ça, il faut vous connecter à votre émotion. Une fois que vous êtes connecté à votre émotion, et bien, vous arrivez à parler uniquement des faits. Tant que vous êtes dans l'émotion de quelque chose, hein, donc vous avez vu les 4 profils, hein, tant que vous êtes soit dans l'émotion et dans le comportement de la fuite, de la manipulation ou dans l'agressivité, du coup, c'est plus compliqué pour vous de partir en desk. Donc c'est vrai que si vous avez un client qui vous agresse fortement et donc du coup, vous vous sentez pas forcément bien, il faut savoir se connecter à ses émotions et repartir sur du factuel. Le factuel, il faut prendre un peu ce schéma que vous êtes avec une caméra et vous êtes en train de regarder qu'est-ce qui se passe et donc du coup, vous arrivez à décrire les faits de façon posée. C'est le plus difficile en fait dans le desk, hein, c'est de se connecter à son émotion, de se dire: «Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai de la valeur, je suis affirmé et je veux aussi, exprimer de façon structurée ce qui se passe, mais de façon factuelle, les faits, ce que je ressens». On peut aussi reconnaître ce qui se passe chez le client, hein. C'est-à-dire que quand on fait un desk, on peut très bien dire: «Voilà, moi je suis embêté par rapport à ce qui vous arrive, parce que je comprends que vous qui êtes, par exemple, le DSI, hein, si je reprends mon exemple, vous qui êtes DSI, en effet, vous avez plus de réseau internet. Bon, bah, je comprends en effet que, ça joue certainement sur votre crédibilité en interne. Donc j'en suis désolée, voilà les faits, il se passe ça, ça» et après vous proposez des solutions. Les solutions, bah, ça peut être, assez varié, hein, suivre les tickets d'incident, vous tenir informé de ce qui se passe, de façon à vous apporter satisfaction. Voilà, vous faites une conclusion, positive. Mais ça marche en effet très bien avec des situations de litige, hein. C'est même un jeu, hein, enfin, il faut que ça devienne un jeu, le desk. Quand on l'utilise, fréquemment et ça marche très bien, à titre perso.